Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse en direct sur Bismart tous les jours. Un rendez-vous que vous pouvez également retrouver en replay sur le site bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart, et vous pouvez évidemment nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous reviendrons évidemment sur le chiffre de l'inflation aux États-Unis, l'indice CPI pour le mois de février, qui ressort supérieur aux attentes à 3,2% en annuel et 0,4% en mensuel. Dans sa version core, à savoir hors alimentation et énergie, l'indice CPI ressort en progression de 3,8% sur un an. Si l'indice est donc supérieur aux attentes des analystes, ce chiffre a finalement eu une incidence assez relative sur les marchés. À sa publication, nous reviendrons sur ce point avec nos invités pour constater que les marchés actions continuent leur progression malgré ce chiffre de l'inflation. Et nous reviendrons également sur la situation sur le sol européen, alors que l'inflation en Allemagne, publiée aujourd'hui également, ressort à 2,7% pour le mois de février, montrant une poursuite de la désinflation en annuel, mais une progression des prix qui reste toujours présente en mensuel. Les chiffres ont en effet progressé, les prix ont en effet progressé de 0,6% par rapport au mois de janvier, en phase avec les attentes des analystes. Vous en aurez le résumé complet dans un instant des statistiques et des actualités du jour. Nous parlions donc de la réaction des marchés aux chiffres de l'inflation. Nous nous demanderons d'ailleurs en plateau quels nouveaux soutiens peuvent trouver les marchés financiers pour continuer leur progression, alors que la saison des résultats, de la publication des résultats du quatrième trimestre 2023 est déjà bien entamée, alors que les marchés ont effectivement digéré ce chiffre de l'inflation. Les marchés vont-ils rester focalisés sur les perspectives de politique de banque centrale ou de croissance de part et d'autre de l'Atlantique? Que ces éléments suffiront-ils à soutenir une tendance, ou au contraire, est-ce les chiffres de l'emploi qui vont à présent prendre le relais et occuper le devant de la scène? Nous tenterons de décrypter avec nos invités la méthodologie avec laquelle analyser ce moment de marché. Et puis enfin, dans la dernière partie de Smart Bourse, dans Marché à thème, nous reviendrons sur les small et mid cap. Le moment de leur retour en grâce est annoncé, attendu depuis de nombreux mois maintenant. Pourtant, ils peinent à arriver. Comment expliquer les difficultés de la thématique? Nous en parlerons avec Nicolas Komilikis, directeur général d'Amiral Gestion. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Bourse. Et comme d'habitude, nous commençons avec Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Pauline Gratel. L'ensemble des bourses européennes ont ouvert en légère hausse aujourd'hui avant la très attendue publication des chiffres de l'inflation américaine qui ressort à 3,2% sur un an en données globales et à 3,8% pour l'inflation cœur, hors alimentation et énergie. Pour les deux cas, c'est légèrement supérieur aux attentes. Dans les autres indicateurs, en Allemagne, le taux d'inflation annuel a été confirmé à 2,5% en février, après 2,9% le mois précédent. Sur un an, l'inflation IPCH a été confirmée à 2,7%, après 3,1% en janvier. À Paris, on note que le CAC 40 inscrit un nouveau plus haut historique au cours de la séance à plus de 8050 points. Du côté des valeurs, Accor conclut un contrat visant à racheter des titres représentant 2,77% de son capital. Les 7 millions d'actions seront rachetées au prix de 39,22 € pièce et la transaction s'élève à 275 millions d'euros et s'inscrit dans le cadre d'un programme de rachat d'actions de 400 millions d'euros pour 2024. Le titre Accor progresse aujourd'hui. Maisons du Monde fait état d'un fort recul de ses bénéfices et annonce un vaste plan d'économie. Le groupe, qui compte 340 magasins, va se séparer de 40 à 50 d'entre eux d'ici 2026. Les ventes diminuent de plus de 9% en 2023 à 1,13 milliard d'euros. Maisons du Monde avait déjà vu son bénéfice divisé par 2 en 2022 et compte réaliser 85 millions d'euros d'économies en 3 ans. Le titre progresse de 2%. Après la clôture de Wall Street hier soir, les investisseurs ont pris connaissance des résultats d'Oracle qui fait état d'une croissance plus forte que prévue et d'un carnet de commandes solide. Le bénéfice net a progressé de 27% à 2,4 milliards de dollars. L'entreprise dépasse également les espérances concernant le bénéfice par action et annonce avoir conclu un accord majeur avec Nvidia. Ces résultats sont applaudis par le marché et le titre s'envole de 12% à l'ouverture de Wall Street.
Toujours aux États-Unis, Boeing lâche 4% à l'ouverture. Le New York Times rapportait hier soir que l'audit du processus de fabrication du 737 MAX a révélé des problèmes dans 33 tests sur 89. Cet audit avait été mené par l'administration américaine de l'aviation civile à la suite de l'accident de janvier sur un avion d'Alaska Airlines. Dans les infos importantes à retenir, il y a 2 mois, aux États-Unis, la SEC a approuvé la commercialisation d'ETF Bitcoin Spot, une décision qui incite d'autres pays à se pencher sur le sujet. Et aujourd'hui, c'est le Royaume-Uni qui semble vouloir faire de même après que la Corée du Sud a indiqué poursuivre sa réflexion en début de mois. On rappelle qu'hier, le Bitcoin franchissait pour la première fois de son histoire les 72 000 $ et que depuis le 1er janvier, il a progressé de 60%. Enfin, le Bitcoin a dépassé la capitalisation de l'argent et apparaît ainsi à la 7e place des actifs les plus fortement capitalisés dans le monde. Demain, les investisseurs prendront connaissance de la balance commerciale et de la production industrielle pour le mois de janvier au Royaume-Uni. Ils prendront également connaissance de la production industrielle en zone euro pour le même mois. Voilà donc Tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Pauline Gratel. Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter le moment de marché actuel. Pour nous accompagner ce soir, 3 experts. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Jeanne Asseraf-Biton. Bonsoir Jeanne Asseraf-Biton. Bonsoir Nicolas. Directeur de la recherche et stratégie de BFT IM. À vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Hervé Goulet-de-Quer. Bonsoir Hervé Goulet-de-Quer. Bonsoir Nicolas. Senior Economic Advisor d'Accuracy. Et puis enfin, à nos côtés également, Florian Yelpo. Bonsoir Florian Yelpo. Bonsoir Nicolas. Responsable macro au sein de l'équipe multi-asset de Lombard Odier IM. On va commencer avec vous, Jeanne Asseraf-Biton. Alors, on va évidemment réagir à ce chiffre de l'inflation aux États-Unis, plus 3,2% sur un an, plus 3,8% dans sa version core, un chiffre qui était très attendu en ce début de semaine. Une réaction des marchés qui le considèrent comme un non-événement, voire même presque comme un événement plutôt positif, puisqu'on voit le S&P 500 qui, à l'heure où on se parle, progresse de 0,8%, le Nasdaq plus 1%, le CAC 40 plus 0,8%. Comment est-ce qu'on n'explique finalement qu'un chiffre de l'inflation qui est quand même encore au-dessus de 2%, un peu supérieur aux attentes des analystes, soit vécu comme par les marchés financiers finalement comme une nouvelle pas si mauvaise que ça? Bon, je crois d'abord que la surprise est de petite ampleur. C'est légèrement au-dessus des attentes, donc c'est important. Ensuite, quand on regarde les composantes, vous avez une certaine viscosité de l'inflation des services. Et si on veut zoomer un peu plus, c'est l'inflation des services hors logement, puisque l'inflation du logement, qui est une composante très importante, est en train de décélérer à un rythme qui certes pourrait être plus rapide, mais en l'occurrence non, et c'est parce que ce sont les effets de base qui tirent cette décélération et on sait qu'elle va continuer. Donc on va dire que la désinflation ou que les chiffres dans l'ensemble valident quand même une désinflation aux États-Unis, mais très lente. D'accord. Progressive, qui témoigne du fait que l'activité est encore solide. Donc, en fait, ce sont des chiffres qui sont presque là pour dire le scénario d'une désinflation avec une économie ralentie mais sans récession est validé. Alors, les marchés obligataires se sont un peu tendus, donc on a vu les 10 ans gagner quand même 7 ou 8 points de base, mais les marchés actions, au fond, ne sont pas mécontents, parce que c'est un scénario qui convient. Il n'y a pas de... on va dire que les chiffres en eux-mêmes ne sont pas suffisamment surprenants pour que le marché ait corrigé ses anticipations de détente monétaire de la Fed, sont restées à peu près identiques, 3 à 4 baisses des taux d'ici la fin de l'année. Donc, ça reste un scénario qui serait porteur, en réalité, pour les actifs. Pas de remise en cause, effectivement, d'un scénario de baisse de taux et de nécessité d'une baisse des taux de la Fed, effectivement, à mi-année. Pas forcément d'une nécessité, d'une possibilité. D'une possibilité, d'accord. Ouais, parce qu'on a l'impression que le marché le vit comme une nécessité, quand même. Mais... Je ne sais pas. Je crois que le marché dit, la Fed jugera qu'en juin, il sera approprié de
commencer à baisser les taux. Et 3 baisses et demie, je crois que c'est ce qui est dans les probabilités aujourd'hui implicites de marché. C'est pas non plus un scénario qui dit il y a urgence à baisser les taux. D'ailleurs, pas mal de gouverneurs se sont exprimés pour dire il n'y a pas d'urgence. Finalement, il n'y a pas tant d'urgence que ça. Et ce chiffre de l'inflation aujourd'hui, alors évidemment, mise en regard de beaucoup d'autres indicateurs, vient valider cette idée qu'on a le temps quelque part ? En tout cas, la Fed peut considérer qu'elle a le temps. On a eu aussi les chiffres vendredi sur l'emploi, oui. Voilà, sur l'emploi. Alors avec pas mal de contradictions, puisque le chômage remonte, la création d'emplois reste très forte, mais on sait que ça vient d'enquêtes de nature différente. Et on sait aussi que les chiffres de ces enquêtes commencent à diverger quand on est sur des moments d'inflexion. D'accord. Donc on comprend bien que le marché du travail est dynamique, mais que ça y est, ça commence quand même à ralentir. Et on le voit à beaucoup d'autres indicateurs, y compris l'enquête des petites entreprises. Enfin, il y a beaucoup de choses qui nous disent que ça ralentit. Mais tant qu'on n'est pas dans un scénario de récession aiguë, les marchés sont contents. Croissance modérée ou en voie de ralentissement et désinflation. Si les marges des entreprises tiennent encore, voilà, le marché. Tant que les marges des entreprises tiennent, tout va bien quelque part. C'est ce qu'il faut comprendre. Là, on a parlé finalement des scénarios de marché. Si on vient peut-être à vos convictions, à votre scénario, avec les chiffres de l'emploi qu'on a découverts en fin de semaine dernière, avec ce chiffre de l'inflation, effectivement, vu aujourd'hui, est-ce que ça vient valider, remettre en cause le scénario que vous avez, vous, finalement, vis-à-vis des politiques monétaires qu'on peut voir cette année ? On a gardé depuis plus d'1 an le même scénario, c'est-à-dire l'idée que la Fed commencerait à desserrer sa politique monétaire à partir de la mi-année. D'accord. Alors, je ne veux pas parier sur le fait que ce soit juin, juillet, enfin, ce sont... mais c'est le mouvement, mais elle sera probablement prudente et cette attente peut être révisée si jamais on devait avoir des chiffres plus forts dans l'intervalle. C'est pas notre avis. Là, ce qu'on a vu, c'est un chiffre qui est cohérent, de même que les chiffres sur l'ensemble des chiffres sur le marché du travail sont cohérents avec, on va dire, une détente, mais très progressive. Alors, ça pourrait s'accentuer un peu en deuxième partie de l'année. Mais bon, voilà, c'est notre scénario. C'est une croissance ralentie et une désinflation, mais très progressive. Hervé Goulet-Kerr, même question. Finalement, une inflation à 3,2%, 3,8% en version core aux États-Unis, c'est presque une bonne nouvelle finalement pour les marchés actions et pour les scénarios validés par les marchés actions ou anticipés par les marchés actions depuis la fin d'année 2023 ? Pas trop de désinflation, mais suffisamment pour montrer qu'il y en a une ? Moi, ce qui me semble clair, c'est que les marchés ont un cap, qui est aujourd'hui un cap à la valorisation du prix des actifs actions et d'autres actifs risqués d'ailleurs. On pourrait parler du crédit, on pourrait parler du Bitcoin. Bien sûr. Même si le statut du Bitcoin est peut-être en train de changer, c'est un sujet intéressant. Mais en fait, ils gardent leur cap avec des anticipations qui ont quand même énormément bougé. Je rappelle qu'en début d'année, ils pariaient sur 7 ou 8 baisses de taux directeurs américains. Ils sont aujourd'hui, Jeanne vient de nous le rappeler, sur 3 ou 4. Bien sûr. Et imperturbablement, je dirais, le marché action a continué de monter. Donc la nouvelle change, mais c'est jamais une mauvaise nouvelle, c'est ce qu'il faut comprendre. J'ai un peu l'impression qu'il y a un scénario très général, qui est le scénario en fait cyclique. L'inflation va ralentir. Bon, ça va apporter un peu de soutien à la croissance, donc peut-être qu'elle n'est pas mirobolante, mais en fait, elle va bien, et le mix des deux va permettre au taux d'intérêt de baisser. Voilà l'histoire qu'on nous raconte. Je pense que, en termes d'histoire, on est quand même à un moment où la visibilité est faible, et en fait, c'est peut-être le scénario central retenu par le marché, mais mon petit doigt me dirait que la probabilité accordée à ce scénario central peut quand même pas être extrêmement élevée. Le patron de JP Morgan, hier, nous racontait que pour lui, le scénario, alors je ne sais pas s'il était central ou le risque principal, mais assez élevé, c'était un scénario de stagflation. Je pense que dans l'environnement de politique intérieure, de politique internationale que l'on a aujourd'hui, qu'avec le
tempo relativement faible de la croissance, ça aille mal et qu'on finisse par une récession, c'est possible aussi. Donc moi, j'ai ma conviction que le choix des possibles est beaucoup plus ouvert que ce que l'on dit, c'est ce scénario cyclique de boucle d'or, comme on dit, Bien sûr, oui. qui va l'emporter. Maintenant, si on regarde les prix des marchandises sont revenus à la normale, j'enlève l'énergie, les produits alimentaires, on est à zéro, donc on est revenu à un rythme qui était celui d'avant la succession de chocs qu'on a eu. Sur les services, on n'y est pas du tout. On est 2 points au-dessus du rythme que l'on avait avant, on était plutôt sur 3% l'an, on est plutôt sur 5% l'an. Donc là, il y a 2 choses, Jeanne nous l'a dit, il y a les services hors immobilier et il y a l'immobilier. Sur les services hors immobilier, c'est une affaire de coût du travail, le salaire, la productivité. On n'y voit pas très clair aux États-Unis parce que, les salaires ont été bouleversés par les chocs, la productivité aussi. Qu'est-ce qui va apparaître ? Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas mauvais. Donc ça pourrait donner l'idée d'un certain ralentissement du prix des services et donc par rapport à 4% d'inflation, on pourrait peut-être revenir vers un peu moins. Moi, je ne pense pas qu'on reviendra vers 2. D'accord. Je ferai le pari de 3. C'est un vœu pieux, quelque part, de revenir à 2%? Moi, je pense que face à tous les changements du monde, à tous les changements de gestion de l'économie que l'on voit apparaître dans le monde, se braquer sur la cible que l'on avait précédemment avec un fonctionnement différent, je pense que c'est un peu un vœu pieux et qu'on devrait s'interroger sur le monde change. Qu'est-ce que ça veut dire sur la politique monétaire et au passage, qu'est-ce que ça veut dire sur la cible d'inflation que l'on retient. Puis après, il y a l'immobilier. Moi, j'ai l'impression que le ralentissement de l'immobilier, il va très lentement. Alors, parce que les loyers suivent ce qui se passe sur le prix des biens échangés, des logements échangés avec retard, avec une certaine inertie. Moi, je pense qu'on va garder tout de même une inflation immobilière au niveau des loyers, plus élevé que ce que l'on imagine, parce que aux États-Unis et ailleurs d'ailleurs, parce qu'il y a un déséquilibre offre-demande sur le prix de l'immobilier échangé, donc acheté, vendu. Il y a une raréfaction de l'offre qui fait que baisser, c'est juste pas simple. Mais alors, pour bien comprendre, ça veut dire qu'il y a un scénario dans lequel on reste à une inflation aux alentours de 3% et il y a moins de baisse de taux qu'attendu par les marchés et finalement, on reste dans un environnement de taux directeurs élevés et d'inflation plus élevée que prévu. Ça, c'est un scénario qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. Moi, si je devais signer pour un scénario, je signerais pour ce scénario-là. Le monde a changé, c'est-à-dire que le marché a un raisonnement cyclique. Alors, un raisonnement cyclique, après tous ces chocs, retrouver la pureté du cycle, c'est un peu compliqué. Et ces chocs ont sans doute changé la façon dont l'économie marche. La mondialisation, aujourd'hui, devient un jeu à somme nulle. C'est plus un accélérateur de croissance. Sur le marché de l'emploi, on voit bien que la dynamique des salaires va être plus élevée maintenant qu'elle ne l'était avant ces chocs. On voit un certain nombre de choses comme cela. Il y a évidemment le financement de la transition énergétique bien sûr. Qui va coûter beaucoup d'argent, qui va avoir des impacts sur les finances publiques et par ricochet sur les banques centrales. Donc il faut prendre tout ça en compte et se dire, mon cycle conjoncturel demain, il va se façonner dans un cadre structurel un peu différent et donc se remettre aux bonnes vieilles hypothèses d'avant et en disant on va revenir à ce schéma-là. Moi, je trouve que c'est un peu simpliste. C'est pour ça que je considère le marché prend ça comme hypothèse centrale. J'ai la conviction de croire qu'il ne peut pas accorder une probabilité quand même très très forte à ce scénario central. Florian Yelpo, que dire après tout ce qui a été dit en réaction effectivement à ce chiffre de l'inflation? Si je comprends bien, ça ne remet pas beaucoup de scénarios économiques en cause aujourd'hui ou financiers. Est-ce que ça a eu un impact sur votre scénario économique chez Lombard Odier IM ou ça reste dans la lignée de ce qui était attendu pour ce début d'année? Pour nous, c'est un très bon rapport sur l'inflation, en fait. On attendait que l'inflation reste en dessus de 3%. C'est ce qu'elle a fait. Pas nous, mais le consensus. Bien sûr. Ça nous va plutôt bien. On a eu une séquence de 2 chiffres qui étaient en dessus des attentes. C'est le premier chiffre qui est en dessous des attentes sur la partie corps. Ça nous va également bien.
Et on pense qu'il faut aussi distinguer la partie quantité et la partie qualité. C'est-à-dire, on en a déjà un petit peu parlé, l'inflation des services, l'inflation la plus macro, effectivement, elle se replie marginalement, mais il n'y a pas que ça. Il y a des éléments qui nous interpellent, les services médicaux, où on voit moins d'inflation qu'on en a eu jusqu'à présent. Côté bien, on a la partie loisirs, entre guillemets, je ne sais jamais comment traduire ça bien en français, mais où là aussi, on a une forme de modération de l'inflation. Donc, quand on regarde dans les détails, quand on regarde la tendance, pour nous, le scénario central, ça reste soft landing, désinflation, pivot des banques centrales. Simplement, elles ne pivotent pas parce qu'il est urgent de pivoter. Elles ne pivotent pas parce qu'on a tellement attendu dans le virage que maintenant, c'est le dernier moment pour braquer le volant. D'accord. Elles ont pivoté en avance et elles tentent de nous délivrer quelque chose qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent, qui est ce fameux soft landing, une anomalie historique. Qui n'est pas encore atteint, donc on ne sait pas s'il arrivera. Mais oui. Force est de constater que la séquence est là. C'est-à-dire que les deux ISM qu'on a eu, services manufacturiers aux États-Unis, sont plutôt en deçà des attentes, plutôt en recul. Donc effectivement, il y a une normalisation économique qui est en train de se produire. L'inflation continue. Alors évidemment, c'est pénible à la fin. Et puis bon, la composante OIR, la partie justement immobilière, elle est calculée d'une façon assez sioux. Ça n'est pas réellement en fait une mesure de loyer. C'est une interview de gens qui sont propriétaires et on leur demande combien est-ce qu'ils auraient loué leurs biens. Bon, il y a plein d'éléments qui vont rendre la poursuite de cette désinflation peut-être un petit peu chaotique. C'est pas une ligne droite. Maintenant, ce chiffre-là, il ne remet pas du tout on peut y lire des remises en question, c'est pas ce qu'on fait. On voit plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide globalement sur ce rapport. Et surtout, on trouve que avec le ralentissement macro aux États-Unis qu'on est en train de percevoir, il y a des raisons de lire le chiffre de façon un peu plus positivement. Alors, les actions l'ont lu positivement, les obligations un peu moins, les taux ont remonté assez vite. On verra le close du jour, mais ce close-là, il sera particulièrement important parce qu'on est justement sur un Rubicon technique qui est assez intéressant à observer. Pour nous, la plus grande frustration, c'est qu'on n'arrive toujours pas à revenir vers les obligations fortement. On est toujours sous-pondéré côté duration, justement parce qu'on trouve qu'il y a trop de volatilité dans le monde obligataire qui reflète une trop grande volatilité dans le monde de l'inflation. Et par contre, côté action, on a plutôt une normalisation de la volatilité. Chaque moment d'inflation, peut-être qui décline, disons, moins fortement que ce qu'on aurait imaginé, c'est aussi des perspectives de chiffre d'affaires. Les large cap, en tout cas, se sont remarquablement bien adaptés à ce régime-là et continuent à montrer des rendements importants. Dernier élément. Côté small et mid, on en parlait un petit peu avant que l'émission ne commence, mais on voit aussi des frémissements de ce côté-là, c'est-à-dire que oui, il y a ralentissement économique, oui, il y a normalisation économique, c'est de ça dont on parle, de normalisation économique. Les taux étaient élevés, ils se normalisent, l'inflation était élevée, elle se normalise, la volatilité obligataire était élevée, elle tente de se normaliser, on n'a pas encore coché toutes les cases. On voit également une forme de normalisation dans la performance, les earnings des small et mid en ce moment, surtout du côté européen. Ça, c'est des éléments qui attirent notre attention. Et donc, ce chiffre-là est assez cohérent. Enfin, la séquence des chiffres qu'on a eu récemment est assez cohérente avec ce scénario. Une inflation au-delà de 3%, est-ce que... Alors, c'est peut-être effectivement une question qu'on se pose depuis un an déjà. Donc, on va peut-être se la reposer encore aujourd'hui et avoir la même réponse. Mais est-ce que ça ne vient pas rajouter des craintes supplémentaires à une capacité, alors peut-être plus, peut-être moins pour les large caps que pour les entreprises de taille un peu plus modeste, mais de réussir à faire passer de nouvelles hausses de prix pour effectivement rester en phase avec cette inflation? Même pire que ça, la question c'est si vraiment on doit voir le verre à moitié vide. S'il y a vraiment encore trop d'inflation dans le système, alors la probabilité du scénario principal du marché pourrait être encore ramenée à des niveaux plus bas. Pourquoi ? Parce que cette inflation persistante, elle doit nécessiter des remontées, non pas des remontées de taux, mais moins de baisses de taux que prévu. On rappelle que 3 baisses de taux, c'est le scénario de la Fed. Le scénario le marché a fini par se mettre d'accord avec la Fed depuis le temps qu'on lui en parle, mais globalement, c'est le scénario de la Fed et aujourd'hui, il y a peu de raisons, en tout cas, qui sont remises en cause lors du prochain meeting trimestriel avec justement remise à jour des prévisions. Donc voilà, dans l'ensemble, cette inflation, ce chiffre d'inflation, évidemment, il est clé. Et la vraie question, c'est est-ce qu'on va assister à un cycle d'over-tightening que la Fed a tenté à tout prix d'éviter en braquant le véhicule bien avant l'entrée du virage. Jeanne Asraf-Biton, alors on va évoquer effectivement quel soutien aujourd'hui sur les marchés financiers, alors qu'on si tant est qu'ils en aient besoin. Quand on voit effectivement leur performance, on peut se demander effectivement si tout n'est pas un soutien à partir du moment où on le voit du bon côté. Juste avant de parler de ça, un mot quand même sur le soft landing qui a été évoqué par Florian Yelpo.
On entend de plus en plus parler d'un no landing, soft landing, no landing. Ce soft landing se fait durer. Est-ce que finalement il y aura réellement un atterrissage de l'économie américaine? Est-ce que vous avez un scénario là-dessus? Est-ce que pareil, depuis les 3 premiers mois de l'année, 2 premiers mois et demi de l'année, vous l'avez fait évoluer par rapport à ce que vous aviez en tête à fin 2023? Comment se dessine l'atterrissage de cette économie américaine selon vous? On avait en tête une économie qui ralentit sur la deuxième moitié de cette année. Gentiment, si j'ose dire. Alors, je ne sais pas si on a envie de l'appeler no landing, voudrait dire qu'on reste sur une croissance supérieure à 2%. Ça reste relativement peu probable. Après, si on l'appelle soft landing, je ne suis pas sûre. Ça veut dire que ça va être du... Que c'est doux, oui. Voilà. On est plutôt, pour l'instant, sur ce scénario. Il y a quand même un élément important qui rejoint une question que vous avez posée tout à l'heure. C'est-à-dire que le resserrement, l'over-tightening, en réalité, quand on regarde où sont les taux réels, déflatés de l'inflation réelle, que vous regardiez aux États-Unis ou en Europe, on est sur des taux réels qui sont à peu près au niveau de la croissance réelle de l'économie. C'est pas ce qu'on appelle des conditions extrêmement rigoureuses, entre guillemets, ou Bien qui sûr. seraient là. Donc, c'est-à-dire que le concept d'over-tightening, à mon sens, est un peu déplacé. On n'est pas dans ce schéma-là. Il y a divers indicateurs, d'ailleurs, dont certains qui sont publiés, dont un qui est publié par la Fed, qui montre que l'impact de la totalité des conditions financières, que vous preniez les taux courts, les taux longs, les taux hypothécaires, enfin tous, sur l'activité, sont au plus de 0,3 points sur l'activité, sur la croissance de l'année à venir. Bien sûr. C'est-à-dire quasiment rien. Oui, bien sûr. Une partie étant liée, bien sûr, à la bonne tenue du marché d'actions, qui vient compenser en partie les freins que constituent des taux plus élevés. Mais quand vous regardez les entreprises en elles-mêmes, les enquêtes en Europe sont assez intéressantes. Si vous demandez quel est le facteur qui freine l'activité, en fait, avec étonnement, que vous regardez les entreprises du service ou de production, ou industrielles, visiblement, le financement n'est pas bloquant du tout. Mais pas du tout. C'est-à-dire qu'on est sur des soldes d'entreprises très minces, très fins, qui disent oui, c'est bloquant. La plupart vont dire il n'y a pas de facteur bloquant, ou alors dans l'industrie vont dire c'est la demande. D'accord. La demande n'est pas suffisante. Voilà. Donc c'est intéressant parce que c'est le concept de normalisation. Oui, bien sûr. Il y a aussi un concept dans le resserrement monétaire, il y a une partie qui a été une normalisation. Il y a peut-être une perte d'habitude quand même d'un certain nombre d'acteurs financiers sur une hausse de taux, effectivement, dans ce processus de normalisation, de revenir... Quand vous passez de taux à zéro, c'est vrai qu'on est remonté brutalement, mais au final, l'impact est peut-être pas aussi durement ressenti que quand on passe de 4 à 8. C'est pas de même nature et je pense que ça explique en partie la bonne tenue des marges des entreprises, sachant que le véritable enjeu, c'est est-ce qu'elles vont pouvoir répercuter les hausses de coûts salariaux, bien sûr, ou pouvoir continuer à les répercuter ou pas. C'est la question que pose tout le temps Madame Lagarde, la BCE, en disant déjà on se pose la question de savoir où en est l'inflation salariale, productivité très, pour pas dire stagnante, enfin pire que stagnante en Europe, mais de l'autre côté, est-ce que de toute façon, les entreprises vont continuer de passer la hausse du coût du travail? Et ça, c'est un véritable enjeu pour les marchés financiers. Donc aux États-Unis, nous, on a quelque part peut-être un petit peu moins de difficultés parce qu'on trouve que la modération salariale est plus claire aujourd'hui qu'en eurozone, où on manque de chiffres. Bien sûr. Donc c'est plus clair. Et puis, on a une productivité qui, elle aussi, est d'un niveau plus clair. Alors, elle peut être remise en cause, etc. Mais on est au-delà de 1%, 1,5% de productivité en tendance longue aux États-Unis, là où en Europe, voilà. Donc, plus de difficultés dans la clarté du scénario aux États-Unis, en particulier avec tous les grands instituts, en Europe, pardon, avec en particulier tous les grands instituts qui nous disent que l'activité réaccélère en 2025 en Europe. Ça, c'est une question qui, à mon sens, méritera d'être examinée. D'être examinée. Oui, absolument. Et c'est un soutien. C'est un soutien. Ça fait le lien avec ma question pour vous, Jeanne Asraf-Bitton. Quel soutien à l'heure actuelle, à mi-mars 2024, pour les marchés financiers? Où est-ce qu'on va chercher du soutien pour continuer cette progression?
parce qu'on a l'impression en tout cas que c'est la volonté des marchés actions. Donc, où regarder pour trouver du soutien aujourd'hui? Un peu quand même. Oui, c'est sûr, c'est sûr. La hausse s'essouffle, on va dire comme ça. Bon, je pense qu'on arrive sur une période où on pourrait être sur un espèce de plateau avec un peu d'oscillation et un peu de volatilité, ou un peu plus, jusqu'à ce qu'on ait une meilleure clarté dans les chiffres sur la reprise du scénario de désinflation, etc. Nous ne sommes pas aujourd'hui très agressifs sur des marchés qui ont beaucoup monté, et justement par manque de catalystes haussiers. Les catalystes, il faudrait les chercher du côté des entreprises, mais bon, on sait qu'une grande partie des évolutions d'entreprises, elles sont un peu derrière nous, et elles sont dans une partie de la tech qui a beaucoup progressé, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc on n'a pas forcément envie de chasser, de courir derrière la tendance, en l'occurrence. Mais parce que ce serait courir derrière la tendance, parce qu'on entend d'autres nous dire, oui, effectivement, c'est cher, mais tant que ça continue de monter, finalement, ça reste moins cher que demain. Mais c'est un autre scénario. C'est le momentum, c'est le concept de momentum qui est très important sur nos marchés. Et on sait que, bon, voilà. Mais néanmoins, là, on arrive sur, techniquement, j'allais presque dire, après une phase de hausse qui a été quand même très importante, une phase qui devrait être une phase de prise de profit très saine. Hein. D'accord. C'est pas une remise en cause ou un marché baissier. Enfin bon, voilà, donc plutôt une attitude prudente, on va dire, peut-être par manque de catalystes aussi. Donc finalement, ce qu'on a vu sur Nvidia en fin de semaine dernière, un début de prise de profit, était peut-être annonciateur finalement d'un mouvement un peu plus conséquent que... Oui, c'est un titre, je crois, qui a pris plus de 80% bien sûr, au début de l'année. Mais c'est pour ça qu'on le prend en exemple. On peut avoir un peu de prise de profit dessus. Enfin, ça me paraît très cohérent. Sur la base des EPS attendus par le marché ou attendus par le consensus, le titre n'apparaît pas très cher, avec des PE aux alentours de 35-36, et surtout sur la base des résultats qu'on a pu observer. Hein, bien sûr, un trimestre qui était remarquable. Mais bon, après, il y a un moment où il faut que le marché respire aussi. Hein. Hervé Goulet-de-Quer, est-ce que c'est mi-mars 2024 que le marché commence à respirer? Est-ce qu'au contraire, il y a d'autres soutiens à aller chercher pour les marchés actions? Je parle surtout des marchés actions, mais on peut regarder aussi sur l'obligataire, mais là, ma question porte plus sur les marchés actions à l'heure actuelle. En fait, il y a deux aspects. Il y a un aspect analytique, on en a un peu parlé, puis il y a un aspect comportemental. L'aspect analytique, oui, le marché a fait un pari, a poussé sans doute le pari assez loin, avec une visibilité que j'estime quand même pas très bonne. Et j'ai l'impression que s'il voulait analytiquement poursuivre la hausse, il faudrait qu'on ait un relais par une autre histoire qui soit plus sympathique. Alors, cette histoire-là, ça pourrait être quoi ? Une baisse des impôts qui ne fasse pas peur en termes d'équilibre des comptes publics. Ça va être assez compliqué. Dans le cas américain, c'est une évidence. Ou alors, il faudrait qu'on ait une divine surprise sur le front des prix et que finalement, ça ralentisse beaucoup plus vite. Alors, je ne sais pas, les prix du pétrole qui baissent, je ne sais trop quoi, des récoltes au niveau de l'agriculture excellentes, des gains de productivité plus forts. Bon, voilà, il faut qu'on trouve une autre histoire. La probabilité de cette histoire sur la baisse des impôts qui ne fasse pas peur en termes d'équilibre des comptes publics, pas terrible. Sur l'inflation, pas terrible non plus. Sur la productivité, on n'en sait fichtre rien parce que la productivité, ça s'observe plutôt que ça se prévoit. Mais ce qu'on a vu avec les chocs précédents, que ça soit l'informatique, que ça soit Internet et les réseaux, on a un gain de productivité, mais qui ne dure pas et qui très largement reste à l'intérieur des entreprises, à la genèse de cette technologie. Donc en fait, la diffusion, au minimum, on ne la mesure pas très bien. Donc j'ai l'impression que, analytiquement, trouver un relais par rapport à l'histoire un peu facile et un peu creuse, voilà, d'un cycle conjoncturel qui évolue bien. Bon, moi, j'y crois pas trop. Alors après, il reste le comportemental. Le comportemental, ça a été bien vu par André Orléans, lisant René Girard. C'est-à-dire que les prix sur les marchés,
eh bien, quand ça monte, ça donne envie d'acheter et ça monte. Alors, c'est peut-être pas toujours les mêmes qui achètent. On voit bien qu'aujourd'hui, les investisseurs individuels, au moins dans le cas américain, sont toujours très friands d'achat. Avec des marchés très concentrés quand même aussi, donc tirés par quelques valeurs. Vous avez raison. Ouais. Ce qui participe de la fragilité. Et j'ai l'impression que comportementalement, ça va rester jusqu'à qu'il y ait un accident. Alors l'accident, il peut venir d'où ? Un accident sur l'analyse, on en a déjà parlé. Quelle est la conviction que l'on a sur le scénario ? On va bien voir. Ou alors, ça va venir une déception sur un titre qui fait se dire, non, sur la tech, par exemple, finalement, l'essentiel a été fait. Le potentiel haussier, maintenant, est limité. Mais j'ai l'impression que dans les deux cas, il me semble que les relais avec une nouvelle histoire sont un peu compliqués. Alors, ce que je dis tient peut-être de la sagesse. Depuis octobre, on a dû prendre 25% sur les indices actions. Donc, en peu de temps, ça a quand même été très fort. Et donc, si tout ce petit monde avait la sagesse de s'accorder une respiration pour essayer de voir où on en est, ça serait mieux. Alors, moi, j'ai pas bien d'idée parce que les accidents, on n'arrive pas à les prévoir. Bien sûr, le rationnel nous pousse à dire allons-y pour la respiration. Donc, moi, je ferais plutôt le pari de la respiration, mais je vois bien que c'est une posture. Prévoir en la matière me semble assez compliqué. Florian Yelpo, même question sur les niveaux de marché aujourd'hui. J'ai envie de vous poser... vous proposer de choisir entre deux choses, respiration à mi-mars 2024 ou performance de l'année déjà faite, comme on a pu l'entendre dès la fin du mois de janvier quelque part. Respiration. Respiration. Et pour, j'aime bien le cadre analytique et puis côté sentiment, j'aimerais bien repartir de là. Sur le côté analytique, le soutien pour nous, il est très simple, c'est le consommateur. On a vendu un consommateur européen, un consommateur chinois en berne. Aujourd'hui, dans nos indicateurs de nos castings, on capte clairement un pick-up, une accélération, une amélioration de la position de ces consommateurs-là, comme on captait une amélioration de la consommation, de la position du consommateur américain il y a 2 trimestres. On a la même tendance simplement avec le décalage habituel entre les différents cycles. Ça, c'est un relais qui pourrait transformer la respiration en une rotation. D'accord. Parce qu'évidemment, on pense respiration sur la partie technologie, mais on oublie qu'il y a plein d'autres marchés bien sûr. Oui, bien sûr. Qui n'ont pas tiré récemment, mais effectivement, qui pourraient effectivement prendre le relais complètement. Qui pourraient en profiter. On les voit moins, évidemment, depuis de la période de novembre, qui s'étale de novembre à aujourd'hui, on le voit moins. Mais c'est retardataire du cycle 2022-2023. Pour nous, ils ont toute leur place dans le narratif de 2024. C'est un peu l'un des paris qu'on a fait. Mais alors, justement sur le sujet, c'est analytique, ça c'est analytique, mais si on reste sur l'analytique, en 2023, on l'a aussi attendu à un certain moment de l'année, effectivement, cette rotation sectorielle avec effectivement la thématique un peu plus value. Ça a quand même beaucoup moins duré et la tech a repris effectivement les rênes du marché. Est-ce que là, en 2024, l'histoire peut être différente et est-ce que cette rotation sectorielle peut s'effectuer de manière un peu plus pérenne dans le temps ? Alors, je distinguerais la rotation stylistique et la rotation sectorielle. Le côté stylistique, effectivement, les taux qui montent, c'était plutôt value, c'était plutôt anti-growth, et ça, anti-croissance, et ça, on l'a relativement bien vu. Quand c'est arrêté, la tech a repris le dessus parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, que les boîtes de tech avaient du cash sur leur compte en banque, bien sûr. Que le cash, soudainement, était rémunéré bien plus qu'auparavant. Maintenant, sur la rotation sectorielle, qui est une autre histoire, quelque part, il y a moins de rotation sectorielle qu'un effet taille. D'accord. C'est-à-dire que les grandes ont tout emporté. On le voit beaucoup aux États-Unis parce qu'on en parle beaucoup, et on devrait également le voir en Europe. L'Eurostock 50 fait beaucoup mieux que l'Eurostock 600. Donc il y a une question de taille d'entreprise. Les petites et moyennes ont moins suivi, ont sous-performé clairement les granolas européennes, comme on les appelle depuis maintenant quelques années. Donc oui, 2023, ça a été peut-être quelque chose de frustrant pour beaucoup. Nous, 2023, on est plutôt un scénario, disons, récessionniste. Je ne sais pas si c'est un mot français qui existe. Non, mais on comprend l'idée. Avec des pressions d'une forme qui pourrait prendre la forme d'une forme de landing qu'on n'a pas eu. Au contraire, ces large caps ont largement bien traversé, bien géré cette situation-là. Et effectivement, le consommateur, comme je le disais, américain, à la fin de l'histoire, a été le grand vainqueur de cette situation-là. Ça, c'est pas le côté analytique. Et si je veux sur le côté sentiment, c'est là qu'on voit la respiration. C'est que quand on regarde beaucoup des indicateurs d'appétit pour le risque. Alors, ils sont à des niveaux très élevés et ils sont en train de se replier ces derniers temps. On
On le voit notamment dans la liquidité qui se tend. On l'a vu un petit peu également dans les volatilités implicites sur le marché actions, mais pas tant que ça sur le côté du côté crédit. Le marché du crédit, il reste très positif. Il voit justement plutôt, il est très décidé pour un scénario très positif. C'est peut-être là qu'on pourra avoir le maillon faible serait peut-être de ce côté-là. La chaîne est aussi solide que le plus faible de ces maillons. Le crédit est peut-être l'un de ces éléments-là. L'autre chose qu'on regarde, on utilise beaucoup de signes de tendance pour guider nos investissements. Ces tendances sur le marché actions, elles se sont largement améliorées, parties de niveaux assez bas. Aujourd'hui, elles sont vraiment à des niveaux très élevés. Et là aussi, on commence à avoir un petit effet de repli qui nous rend plus prudent aujourd'hui qu'on ne l'était il y a un mois en séquence. Donc on a été très prudent, comme vous le savez. Ensuite, plutôt agressif, novembre-décembre, on a gardé ce positionnement agressif. Aujourd'hui, on a tendance à replier marginalement la voilure. Ça, c'est un élément important. Bien sûr, oui. Parce que justement, sentiment, l'aspect fondamental dans l'ensemble, on voit plutôt de l'amélioration à venir pour la deuxième partie de l'année, côté européen et chinois, pas côté américain. Côté américain, il y a une séquence à respecter. De la deuxième partie de l'année, on voit des formes de ralentissement qui sont déjà signalées par pas mal d'indicateurs avancés. Si on fait un petit tour effectivement sur ce que vous regardez de manière un peu plus précise dans le marché aujourd'hui, si je comprends bien, l'obligataire finalement n'est pas... Vous trouvez qu'il y a trop de volatilité aujourd'hui, à l'heure actuelle, sur l'obligataire. Qu'est-ce que vous regardez qu'on n'aurait pas évoqué aujourd'hui? Par exemple, les émergents, est-ce que c'est une classe d'actifs sur lesquels il faut continuer à aller regarder, peut-être pas en Chine, mais en Inde, par exemple? Alors, pour plein de raisons, pour nous, pour paraphraser un ancien président, les émergents, c'est maintenant. Pour nous, il y a un potentiel assez intéressant du côté émergent. C'est une nouvelle thématique qu'on a dans notre portefeuille. Ces périodes qu'on appelle un peu de late cycle, la Banque centrale n'a pas encore baissé ses taux, mais elle a décidé qu'il allait y avoir un plateau et elle attend pour baisser les taux. Elle profite plutôt généralement aux émergents, parce que pour des raisons de décalage de cycle, mais aussi pour des raisons d'affaiblissement du dollar. Et on est un peu là-dedans, dans cet environnement-là. Ensuite, les valorisations sont moins effrayantes qu'elles peuvent l'être de par ailleurs. Et ensuite, la composition des indices actions émergents, elle a changé. On le disait tout à l'heure, la part de la Chine, notamment dans le MSCI Emerging, n'est plus du tout la même qu'elle l'était il y a 3 ou 4 ans en arrière. Acheter des émergents aujourd'hui, c'est acheter quelque chose d'assez différent d'il y a 5 ans en arrière, disons-le simplement. Et il y a cette rotation de la Chine vers l'Inde, donc de quelque chose qui est plutôt value, vers quelque chose qui est plutôt qualité, quelque chose qui se paye d'ailleurs assez cher encore aujourd'hui, qui aussi est un message pour nous, disons, d'une progression de la qualité des indices émergents qui nous donne envie d'y aller. Jeanne Asseraf-Biton, même question très large. Qu'est-ce que vous regardez dans le marché aujourd'hui? Quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué, par exemple, small et mid cap, obligataire, émergent ou autre? Alors c'est vrai qu'on regarde les small et mid cap plus en Europe d'ailleurs qu'aux États-Unis. Parce qu'il y a un aspect qu'on peut noter assez bien, une corrélation inverse de performance relative avec les taux réels, et qu'on pense que la hausse des taux réels est terminée. Donc c'est un facteur qui va soulager, entre guillemets, les small cap, et on est sur des niveaux de décote de valorisation extrêmes. Donc ça bien sûr, oui. Oui, mais c'est vrai, ça appelle un peu d'oxygène. On a regardé beaucoup le Japon. Alors c'est vrai que là, le rallye a été tel que ça demande là aussi une respiration. Et c'est ça, le Japon c'est peut-être plus maintenant pour reprendre ce que disait Florian Yelpo. Mais il y a quand même une histoire intéressante qu'il faut suivre sur la sortie de déflation de ce pays après 30 ans de déflation, parce que si effectivement les évolutions se confirment, s'ils ont du succès dans toutes les réformes structurelles qu'ils ont engagées, certaines montrent déjà leur succès, mais d'autres il faudra voir. C'est une story à regarder et qu'on continue de regarder d'assez près. Après, on commence à être tenté quand on arrive sur les niveaux de taux à 10 ans, quand on est sur un 2,30 en Allemagne, ou quand on est aux alentours, comme on est de 4,10, 4,20 aux États-Unis. Pour nous, ça commence à être des niveaux attractifs sur l'idée d'un ralentissement en deuxième moitié de l'année. Voilà. Pour reboucler effectivement avec le scénario qu'on évoquait en début d'émission, Hervé Goulet-Kerr, même question. Qu'est-ce que vous regardez dans le marché aujourd'hui? Alors, on n'a pas parlé d'intelligence artificielle, peut-être que vous souhaitiez en parler, ou au contraire pas forcément, c'est peut-être pas là le narratif de marché qui va soutenir. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est on est très tout plein d'allant sur les marchés actions, on en a parlé, même si on parle de respiration. Dans le même temps, il y a l'or qui monte. C'est vrai. Ouais. Dans le même temps, il y a le Bitcoin qui monte, qui paraît aujourd'hui plus relié à l'or
qu'au marché actions, qu'à la tech. Et donc, ça envoie des signaux, je trouve, un peu étonnants. Et moi, j'ai envie de dire que les marchés actions, on l'a dit, redit, la logique est très cyclique. Voilà, on se raconte une histoire cyclique, vraie ou fausse. C'est celle qu'on se raconte. Et j'ai l'impression que sur l'or et sur le Bitcoin, on nous raconte une histoire plus structurelle. D'accord. L'or nous dit, bon, finalement, tout ça, c'est bien, mais il y a quand même du risque, ça pourrait se passer autrement. Je prends une assurance. Et puis, le Bitcoin, qui n'a plus, à mon avis, aujourd'hui un statut de monnaie. On disait que c'était crypto-monnaie. Aujourd'hui, on parle de crypto-actif. Et je pense que dans ce crypto-actif, avec la confusion qu'on a un peu avec l'or, il y a aussi la recherche d'un actif alternatif, si jamais sur les actifs plus classiques, ça ne se passait pas très bien. Et juste un mot sur les émergents. Alors, pour dire, moi, je suis prudent sur les marchés émergents aujourd'hui parce qu'il me semble que la géopolitique aujourd'hui nous force à être prudents. En fait, la mondialisation devient un jeu à somme nulle et en fait, les émergents sont à peu près sommés de choisir leur camp. Est-ce qu'ils sont plutôt du côté des Américains et de leurs alliés, plutôt du côté des Chinois et de leurs affiliés ? C'est pas tout à fait pareil. Mots choisis. Et en fait, on ne sait pas très bien. Prenons le Brésil. De quel côté va-t-il osciller un peu plus ? Prenons l'Inde. De quel côté va-t-il osciller un peu plus ? Beaucoup de pays asiatiques, on ne sait pas très bien quel sera leur statut. Donc, dans ce jeu à somme nulle, j'ai l'impression que si il y a de la tension qui monte, les émergents vont souffrir. Et comme on n'a pas de visibilité sur ces évolutions géopolitiques qui nous échappent en grande partie, voilà, moi j'ai une certaine réserve et je trouve que l'image d'ensemble me paraît pas très cohérente. Et donc, il y a des histoires il y a des horizons de temps qui ne sont pas les mêmes selon les actifs. Et donc, ça ne fait pas une image cohérente. Et donc, il faut faire un peu attention. Il faut faire attention et regarder ça de près, du coup, pour naviguer entre toutes ces différentes classes d'actifs ou thématiques. Merci beaucoup, Hervé Goulet-de-Quer, Senior Economic Advisor d'Accuracy. Merci, Jeanne Asseraf-Biton, directeur de la recherche et stratégie de BFT-IM. Merci, Florian Yelpo, responsable macro au sein de l'équipe multi-asset de Lombard-Odier IM. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Marché à thème. Et nous enchaînons donc avec la dernière partie de l'émission Smart Bourse, Marché à thème. Nous avons le plaisir d'être accompagnés par Nicolas Komilikis. Bonsoir Nicolas Komilikis. Bonsoir Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes le directeur général d'Amiral Gestion et avec vous, nous allons évoquer un petit peu la stratégie ou en tout cas la situation des small caps. Alors c'est vrai que le retour en grâce des small caps est attendu depuis plusieurs mois, voire même peut-être plusieurs années. On nous annonce que dans quelques mois, ce sera le moment des small caps et ce moment peine à arriver. Alors peut-être que justement aujourd'hui c'est le moment de se poser les questions de pourquoi ces small caps sont dans un cycle sans fin et est-ce qu'un jour on verra peut-être ce moment peut-être de retour de la performance sur les small caps. Si on prend un petit peu de recul avec vous Nicolas Komilikis, pourquoi les small caps ont-elles autant sous-performé sur les dernières années ? Vous avez raison Nicolas, c'est une singularité puisque les small caps sous-performent depuis 2018. C'est un marché qui vraiment est assez exsangue, au tapis. C'est un des rares marchés qui a souffert aussi longtemps ces dernières années et qui est délaissé par les investisseurs. Alors pourquoi en effet ? Il faut revenir à 2018 pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. En 2018, on est au bout de 10 ans de cycle extrêmement long de croissance américaine et mondiale, soutenu comme vous le savez par la politique monétaire extrêmement accommodante, des taux très très bas, une politique finalement de reflation qui est menée par la Fed suite à la crise de 2008 avec des programmes de quantitative easing. Et en 2018, en fait, c'est le moment où les banques centrales se disent il faut arrêter, il faut sortir de ce régime financier extraordinaire dans lequel on a vécu. Et la Fed commence à monter les taux. Dans un objectif de normalisation quelque part. Exactement, de normalisation. Mais progressif, très progressif à ce moment-là. Progressif, parce que vous savez, c'est comme quand on gonfle un ballon un peu au maximum de sa résistance. Quand on commence à le percer pour le faire dégonfler, on a peur qu'il éclate. Oui, bien sûr. Et c'est exactement ce qui se passe. Et d'ailleurs, comme le marché
corrige très brutalement en 2018. La Fed fait un peu volte-face et recommence à un petit peu baisser les taux. Mais le signal est donné, il est nécessaire de sortir de ce régime absolument exceptionnel. Et puis là, c'est coup de théâtre, vous le savez, le Covid. Bien sûr. Et la Fed est obligée complètement à contresens, et d'ailleurs toutes les banques centrales mondiales, de revenir à une politique extrêmement accommodante pour sauver l'économie, remettre les taux à zéro, relancer les programmes de quantitative easing, et d'ailleurs des programmes budgétaires extrêmement accommodants. Et finalement, ce n'est qu'en sortie de cycle, en sortie de Covid, excusez-moi, qu'en 2022, finalement, on se retrouve avec un dérapage de l'inflation, une économie qui redémarre, et là, la peur change de camp, c'est finalement l'inflation qui devient l'ennemi numéro 1. Et là, les banques centrales vont remonter extrêmement rapidement et fortement les taux à marche forcée. Et donc, finalement, c'est l'histoire d'un cycle dont on essaye de sortir depuis 2018. Et comme vous le savez, les small caps, justement, sous-performent pendant ces périodes. Les small caps, à long terme, surperforment parce que leur profil de croissance de résultats est supérieur à celui des large caps. Mais ils sous-performent pendant ces périodes de retournement de cycle parce que finalement, ce sont des sociétés qui sont analysées par les investisseurs comme plus risquées, parce que peut-être plus petites, des earnings qui peuvent être éventuellement plus volatiles parce que des business moins diversifiés géographiquement et en termes de vertical. En 2008, cette sous-performance, on l'observe pendant 2 ans, et après, les small caps ont re-sous-performé pendant des années. Mais là, finalement, on a traversé 6 ans de sortie de cycle et 6 ans de sous-performance. C'est ce que j'allais dire, effectivement. Donc, en fait, si on prend un peu de recul par rapport à la situation actuelle, là, on parle effectivement de perspective de baisse de taux des banques centrales d'ici quelques mois. Mais en fait, ça fait 5-6 ans qu'on est dans un moment de sortie de cycle, et 5-6 ans que finalement, les small caps attendent un petit peu d'être reconsidérés comme un actif avec un certain avenir devant lui, quelque part. Exactement, et ce qui nous rend un peu plus confiants dans le timing, c'est qu'on peut enfin, pour la première fois depuis des années, penser à trouver un peu le pic de taux et se reprojeter sur un nouveau cycle, ce qu'on n'a pas pu faire ces dernières années. Et donc, on se retrouve finalement avec une situation, comme vous le disiez, qui est normalisée, et par ailleurs un marché qui est totalement sous-valorisé, puisque ces sociétés qui avaient des primes sur les large caps de 50% en 2018, si je prends les chiffres en Europe, aujourd'hui sont décotées de 40%. On a une valorisation relative des small caps par rapport au large qui est historique, qui est encore plus forte qu'elle ne l'était en 2008, alors qu'en 2008, c'était une crise extrêmement sévère, doublée d'un krach de liquidité qui est extrêmement délétère pour les actifs peu liquides comme les small caps. Et pourtant, c'est aujourd'hui que l'écart est le plus important. Il est extrêmement significatif par rapport aux PME ETI qui s'échangent sur le marché privé, notamment dans le private equity. On a des sociétés qui s'échangent à 8 ou 10 fois les résultats opérationnels dans les opérations de LBO, alors que sur le marché coté, elles se payent 5 fois. Et donc aujourd'hui, on pense qu'on a un niveau de valorisation qui est extrêmement intéressant, et cette anomalie devrait se corriger. On voit d'ailleurs que ça devient un sujet stratégique, politique, puisqu'en fait... De financement de l'économie, presque. Ouais, exactement. On a un enjeu de financement de l'économie. Le continuum, en fait, de financement entre le privé et le public vient d'être rompu, puisque vous ne pouvez pas, finalement, avoir des introductions en bourse si le marché coté est peu liquide et valorise 2 fois moins les sociétés qui sont valorisées dans le privé. Et donc, c'est vraiment ce qui se passe. On n'a plus d'IPO ou des IPO de piètre qualité. Et on voit aujourd'hui, c'est quand même un signal de l'anomalie, le politique s'intéresser au sujet. Il y a aujourd'hui très clairement dans les tiroirs des projets politiques pour essayer de venir soutenir et dynamiser le marché des small caps, justement pour faire face à cette situation. Alors on n'attend pas du politique qui finalement y relance et y soutienne ce marché suffisamment pour en faire un marché dynamique, mais on pense que c'est plutôt symptomatique de l'anomalie dans laquelle on est, qui est extrême, puisque le politique commence à dire quand même on a un vrai problème, et donc on pense que c'est plutôt la main invisible qui à un moment va venir corriger ça, c'est-à-dire les investisseurs tout simplement, les investisseurs d'ailleurs du private equity qui eux-mêmes commencent à cibler de plus en plus les sociétés cotées. Le private equity peut être un facteur explicatif par exemple d'investissement en direct plutôt que d'aller investir sur les small caps sur les marchés cotés, ou pas forcément ? Alors tout à fait, ça a joué certainement en partie un rôle, mais ça ne peut être qu'un poids partiel, parce que finalement, pourquoi ça a commencé en 2018 ? Le private equity sur le marché français se développe maintenant depuis 10-15 ans. Pourtant, la rupture entre les valorisations a commencé en 2018, justement au moment où il y a une rupture sur le cycle. Ce phénomène de sous-valorisation, il faut le rappeler, entre les small et les large, s'est produit partout dans le monde, et notamment aux États-Unis qui ne venaient pas de découvrir le private equity. Bien sûr. Donc le private equity joue un rôle, mais il n'est pas le facteur explicatif de cette divergence. Donc il n'y a pas de raison, parce que le private equity existe et est dynamique aujourd'hui en France, que cette rupture
structure de valorisation entre ces deux marchés soit pérenne, puisque ça n'a pas été le cas aux États-Unis pendant 50 ans et c'est pas nouveau le private equity. Donc on pense plutôt que ce sont des marchés qui doivent se reconnecter et donc qui doivent reconverger en termes de valorisation. Autre question, alors pour chercher des facteurs explicatifs qui sont peut-être que partiels, est-ce que l'émergence de la gestion passive peut être un facteur explicatif effectivement de moins de sélection dans des toutes petites valeurs aujourd'hui par des épargnants ou des investisseurs ? Oui, ça je pense que c'est exact et surtout de façon peut-être autoréalisateur, c'est-à-dire que finalement comme c'est une option qui s'offre de plus en plus aux investisseurs, quand le small cap sous-performe, on a d'autant plus encore tendance à aller vers la gestion passive. Oui. En revanche, on peut contrer l'argument, c'est que le seul moyen de battre les indices et une stratégie de gestion passive, c'est justement de revenir sur des actifs plus décorrélés et surperformants sur le long terme comme les small cap. Et d'ailleurs, les small cap ont toujours été, les fonds small cap ont toujours été des fonds qui ont été utilisés par les sélectionneurs de fonds pour essayer de surperformer leur benchmark, parce que c'est extrêmement difficile quand vous êtes sélectionneur de fonds d'acheter soit des ETF, soit des fonds un peu génériques large cap et de surperformer vos benchmarks. Vous avez besoin à un moment dans votre allocation d'avoir des actifs un peu décorrélés. Donc on pense qu'il y a encore une place pour la gestion active et notamment sur des actifs surperformants à très long terme comme le small cap. On est à l'heure actuelle donc à la mi-mars 2024. On voit effectivement des marchés financiers qui continuent leur progression, portés effectivement par une concentration de valeurs, de très grosses valeurs qui tirent les marchés, notamment aux États-Unis. On voit des small cap qui, au contraire, voient leur valorisation toujours revue à la baisse. Vous nous l'avez dit, et vous dites c'est le moment où il faut les considérer, ces small cap, puisque justement, dans quelques mois, on sera peut-être dans le début d'une sortie de cycle, et c'est maintenant qu'il faut s'intéresser à cette classe d'actifs, à cette thématique. Voilà, alors on n'aime pas trop sonner le clairon. Il y a 2 ans, on avait déjà le constat d'avoir des valorisations très basses, mais on savait que c'était très difficile de se projeter parce que la normalisation des taux n'avait pas eu lieu, on avait l'inflation qui dérapait, donc on savait très bien que dans une phase de hausse des taux, c'était très très difficile de se projeter. Bien sûr. Ce qu'on dit aujourd'hui, on n'a pas le timing exact, bien sûr. On pense que, entre guillemets, l'horizon s'est dégagé et qu'il nous semble raisonnable en 2024 de reconsidérer cette classe d'actifs dans une perspective de 3 à 5 ans, que le timing est certainement pas très très loin et en tout cas l'opportunité de valorisation totalement extrême. Si, parce qu'effectivement, c'est une discussion qu'on a souvent sur le plateau de Smart Bourse. Il y a ce que le marché anticipe en matière de baisse de taux des banques centrales et ce que d'autres économistes anticipent. Est-ce que les banques centrales elles-mêmes anticipent ? Est-ce que, effectivement, si on est sur moins de baisse de taux que prévu, une sortie de cycle avec finalement un nouveau cycle et un environnement de taux plus élevé, ça viendrait remettre en cause le moment small et mid ou pas forcément ? C'est pas sur ça que ça va se jouer. C'est pas sur le niveau de taux finalement directeur que ça va se jouer. C'est difficile de dire, mais je dirais que ça, c'est ce qui va peut-être déterminer le timing à quelques mois, en fait, plus que la réalité de la big picture qu'on vient de décrire. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est bien pour ça que ça ne redémarre pas, c'est que le marché est en train de se chercher pour savoir est-ce qu'on va avoir encore une petite baisse des taux, ou plutôt est-ce qu'on va rester sur un plateau pendant 3 mois, 6 mois ou 1 an, ou est-ce qu'on va avoir une baisse plus forte. Nous, on pense qu'une baisse très forte des taux ne serait pas non plus forcément extraordinaire, parce que ce serait plutôt le signal d'une économie qui est en train de cracher. Inversement, si vraiment les taux doivent remonter fort, ce qu'on ne pense pas, face à une inflation qui redémarrerait, ce serait aussi difficile. Par contre, un scénario intermédiaire avec des taux qui restent un peu flat ou qui baissent très doucement et une économie plutôt qui se porte pas mal peut être un très bon signal. Je pense que ce qui est essentiel, c'est qu'à un moment, le marché ait de la visibilité sur effectivement cet équilibre et ce niveau de retournement. On est en train de chercher un petit peu ce point d'inflexion pour essayer de l'évaluer. Comme dans tous les retournements de cycle classiques, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on se retrouve dans une configuration classique que nous, on n'avait plus vécu depuis 2008-2009. Et donc, on est en train de revivre quelque chose finalement qu'on arrive mieux à comprendre peut-être que ce qui s'est passé ces dernières années. Merci beaucoup Nicolas Komilikis de nous avoir accompagnés donc dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Amiral Gestion. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous également de nous avoir suivis. Donc Smart Bourse en direct tous les jours sur Bismart. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver également en replay sur le site bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart. Et vous pouvez évidemment nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et je vous dis à demain.